Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette masterclass du jour. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette présentation que je vais faire avec vous. Alors, des masterclass, j'en donne que très rarement, il faut le dire, en dehors des programmes d'accompagnement Mastermind. Mais voilà, l'actualité des dernières semaines avec le rebranding de la marque Romain Collignon vers la marque Squared. Ce rebranding, il était trop important pour que je manque cette occasion unique de vous partager les coulisses de ce que l'on a fait. Et juste peut-être avant de démarrer et que tout le monde soit bien présent, juste dans les commentaires, qui est au courant de ce rebranding? Qui a vu passer quelque chose? C'est juste pour savoir si on a fait un bon job ou pas un bon job. Bon, ok, je vois des yes, je vois des moi. Ok, très cool, merci, Pibi, super job. Donc, bon, ça va. On a fait un bon job autour de la communication, je pense. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je vous ai dit, on va faire une masterclass. Ça va être beaucoup d'enseignements que je vais vous partager. Et je suis vraiment dans une intention de partage. La façon dont ça va être structuré aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer pourquoi, dans un premier temps, on a décidé de faire ce rebranding. Alors, petit spoiler dès le démarrage. En gros, si on ne le faisait pas, on était voué à continuellement, enfin l'entreprise, elle était vouée continuellement à se heurter à un plafond de verre en termes de croissance. On était voué à ne plus croître. Donc ça, c'est un premier élément du pourquoi. Il y en a d'autres. Je vais vous partager ça. Je vais aussi tâcher de vous montrer tous les enjeux stratégiques qui se cachaient derrière ce rebranding. Alors, rien que le fait que je disparaisse, en tous les cas que Romain Collignon, mon nom, cette marque patronyme disparaisse, ça en faisait partie de ces enjeux stratégiques, mais vous allez voir que c'était loin d'être le seul. Et puis aussi, j'aimerais vous partager comment concrètement on s'y est pris. Parce que là, ce que vous avez pu voir, notamment soit la soirée de lancement, soit sur les réseaux sociaux, etc., c'est un petit peu la finalité de ce rebranding, mais moi, je vais vous expliquer exactement des premières réflexions qui ont été initiées il y a quasiment un an jusqu'à cette grosse soirée de lancement il y a 15 jours, tout ce qui a pu se passer pour que, à la fois, vous puissiez comprendre les coulisses, puis peut-être, je l'espère, vous inspirer. Donc, aujourd'hui, je compte rien garder sous la semelle parce qu'on va passer 1h30 ensemble. Je dois avoir à peu près 45 minutes de présentation. Pendant ces 45 minutes, je vous invite vraiment à prendre des notes et notamment les questions que vous pourriez avoir. Et après, on aura un temps, a priori 45 minutes, où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions sur ce rebranding parce que peut-être que j'aurais pas tout imaginé dans cette masterclass. J'ai pas mal de choses que je vous partager, mais peut-être que j'aurai des angles morts et avec vos questions, on pourra justement lever tout ça. Alors, juste un petit disclaimer avant de démarrer. Cette présentation, je l'ai donnée en partie en avril dernier, lors de notre dernière rencontre avec le Mastermind 67. Pour ceux qui m'entendent parler pour la première fois du Mastermind 67, c'est un programme d'accompagnement qui vise à la croissance durable de l'entreprise comme de l'entrepreneur. On fait ça via la structuration et l'échange entre pairs. Et comme on s'apprête à ouvrir les candidatures du Mastermind dans quelques semaines, notamment pour la rentrée de septembre, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi tout à fait m'envoyer un petit message pour qu'on en discute. Et donc, voilà, cette présentation, je l'ai déjà donnée, je la redonne, mais enrichie avec toute l'expérience qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre. J'ai envie de dire, tant pis pour les retardataires. Chez Squared, les trains démarrent toujours à l'heure. Et donc, on va lancer cette masterclass. Alors, en démarrant, je vous parle de rebranding, mais en vrai, le rebranding, ce terme, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est vraiment ce que l'on peut voir. Pour tout vous dire, le travail de rebranding nous a pris en tout et pour tout 9 mois. Donc ça, c'est peut-être un premier élément clé que vous pouvez noter. 9 mois, ça peut paraître long quand on se dit que, ok, Romain, tu es gentil, c'est simplement un nom, un logo, une identité visuelle. 9 mois, c'est un peu long. Mais en vrai, le rebranding, c'est pas simplement qu'un nom et un logo. On a fait un travail qui va bien plus loin. En fait, ce que l'on a développé, et c'est peut-être un terme qui vous est pas forcément familier, ce qu'on a développé, c'est une plateforme de marque. Une plateforme de marque, c'est tout ce qui vient soutenir le rebranding. En fait, c'est tout l'iceberg. À qui ça parle, la plateforme de marque? Juste dans les commentaires, le terme. Dites-moi ça. Ok, forcément, il y en a pour certains, ça leur parle beaucoup. Moyen, yes, non. Ok, parfait. Donc, je vais vous donner une rapide définition et vous allez voir que, en fait, c'est tout le travail de plateforme de marque qui nous a permis de faire émerger ce rebranding. Donc, la définition de la plateforme de marque,
Je vais vous la donner brute, telle quelle, puis après, je vais vous la détailler pour que vous puissiez voir les implications. Une plateforme de marque, c'est un outil stratégique, donc dans une boîte. Chaque boîte devrait avoir une plateforme de marque au service des actions de communication, donc la façon dont on va parler à l'extérieur, mais aussi en interne, de marketing et commercial de l'entreprise. Alors attention, il y a une seconde partie, c'est qu'une plateforme de marque, elle va permettre de mieux comprendre, de mieux visualiser dans son ensemble la personnalité d'une marque afin d'anticiper l'image qu'elle renvoie auprès de son public cible. Donc, il y a une notion déjà de, OK, une marque, une plateforme de marque, c'est l'identité, c'est l'ADN, au-delà même de l'aspect visuel d'une marque. Et aussi, c'est une façon de pouvoir contrôler la façon dont on est perçu à l'extérieur. Donc, voilà, ça, c'est une définition un petit peu barbare. Alors, peut-être pour certains, c'est très clair, c'est très simple si vous êtes dans le domaine. En réalité, une plateforme de marque, c'est quoi? Je vous le donne en… Vous allez dire, Romain, vous avez passé 9 mois là-dessus, c'est un PDF. C'est un PDF chez nous de 71 pages, quand même. Et 71 pages pour une plateforme de marque qui, après, découle sur tout ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, etc. Eh bien, pour créer ça, ça demande beaucoup de ressources parce que ça ne sort pas comme ça du chapeau. Ça demande des ressources en temps, ça demande des ressources en argent aussi, on investit dedans. Ça demande des ressources en focus, il faut pouvoir se poser dessus. Et puis, ça demande aussi de l'énergie. Et donc, je vous ai dit en intro que peut-être la raison principale pour laquelle on a décidé de faire ce rebranding, c'est que si on ne le faisait pas, on était voué à ne plus croître. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que j'entends par là. Le premier enjeu, c'est qu'avec l'ancienne marque, Romain Collignon, donc marque patronyme et incarnée, on était limité dans le champ d'action que pouvait avoir l'entreprise. Et en vrai, quand je vous dis que Romain Collignon, c'est la marque, en vrai, on n'avait pas vraiment de nom de marque. Je vais vous expliquer un petit peu le bordel, vous allez voir ce que c'était. Donc, s'il y avait une marque qui sortait parmi tout ce qu'on avait, nous, dans l'entreprise, ça serait mon nom, en fait, un Romain Collignon, une marque patronyme et incarnée. Ça présente des avantages, très clairement. Il y a le côté humain qui est là. Par contre, tant que tu ne t'appelles pas Alain Afflelou, bah, ça a aussi de nombreux inconvénients. Et je vais revenir dessus. Donc, on avait une marque patronyme, Romain Collignon, l'URL du site web, c'était ça, les réseaux sociaux, c'était ça, etc. Maintenant, il faut savoir que le nom de la marque qui opère ou qui opérait juridiquement la marque commerciale Romain Collignon s'appelait Arc Diffusion. ARC Diffusion. Certains le savent quand ils reçoivent les factures ou qui regardent les CGV, d'autres n'en avaient pas du tout conscience. Donc déjà, là, on avait un enjeu, il y avait un petit problème de clarté là-dessus. Et notamment Arc Diffusion, moi, j'ai toujours été embêté avec ce nom juridique parce que c'est porteur d'aucun sens. Je pourrais vous raconter l'histoire et la signification de Arc Diffusion, on peut s'en douter. Je pourrais le faire en Q&A, je pourrais vous lâcher le morceau si vous voulez à la fin de cette session. Dans tous les cas, moi, j'étais toujours avec cette marque-là hyper embêté. Exemple, je vais dans les séminaires, on me demande mon prénom, mon nom sur le badge, très bien, Romain Collignon, société Arc Diffusion. En général, personne ne connaît et en fait, ça représentait très mal ce que l'on faisait. Donc, conclusion de notre historique en termes de marque, que ce soit Romain Collignon, que ce soit Arc Diffusion, en termes de communication, de marketing et commercialement parlant, je vous rappelle la définition de la plateforme de marque, c'est pour mieux communiquer, pour le marketing et pour le commercial, on n'était pas aidé. Et il restait une dernière solution, qui était de se dire, OK, c'est le nom des offres. Alors, il faut bien comprendre que le nom d'une offre, ce n'est pas le nom d'une marque. Ça, je l'ai compris ces 9 derniers mois. Et si on prend l'exemple du Mastermind 67, qui est un nom d'offre, c'est un bel étendard, c'est un beau flambeau. Mais pourquoi on ne pouvait pas utiliser, par exemple, le Network 78, qui est son grand frère? Pourquoi on ferait le choix de l'un ou de l'autre? Il y a un vrai dilemme derrière ça, si on met en avant plus une offre qu'une autre. Donc, dans tous les cas, la conclusion de ça, là, c'est un petit peu l'état des lieux d'il y a à peu près un an, c'est qu'il y avait des frictions de partout. Et difficile de se dire qui on était vraiment. Et surtout, c'était difficile pour nous de dire qui on était vraiment. Donc, forcément, pour les clients ou nos futurs clients, c'était compliqué pour eux. Et c'est de ce constat qu'on s'est dit, OK, on va rebattre les cartes, on va vraiment prendre ce sujet du nom de la marque à bras-le-corps, parce qu'au final, c'était vraiment la solution pour pouvoir apporter beaucoup de clarté là-dessus. Donc, en gros, ce qu'il nous fallait, c'était un nouveau schéma de marque et qui permette, d'une part, d'ouvrir le champ d'action qui était limité à l'époque en termes de ce qu'on pouvait proposer avec l'entreprise, et je vais vous en parler, mais aussi une nouvelle marque qui permettent de porter l'ambition et la vision de la boîte. Et je vais revenir aussi dessus.
Donc, nouveau schéma de marque qu'on a étudié et sur lequel finalement on s'est posé. On n'a pas été chercher très loin, mais autant suivre ceux qui maîtrisent le sujet. C'est que peut-être que je vais vous partager là, ça va vous paraître une évidence, hein, mais je pense que ça va être intéressant aussi pour vous par rapport à votre marque, que vous ayez une marque patronyme et incarnée, que vous ayez, vous communiquez surtout sur vos noms d'offres, etc. Ça peut être intéressant de vous projeter aussi sur la réflexion qu'on a eue. Je vous prends l'exemple de Tesla et l'exemple d'Elon Musk. Donc, si on regarde Elon Musk, OK, c'est la marque patronyme et incarnée. Son rôle à Elon Musk, c'est de faire rayonner les marques de ses entreprises. Et je dis bien de ses entreprises, pas simplement d'une entreprise, même si là, je montre le cas de Tesla. Parce qu'effectivement, il a plusieurs entreprises. Il a Tesla, il a SpaceX, il a Neuralink, il a Twitter, je suis sûr, il en a d'autres. Et après, si on regarde de plus près pour Tesla, il y a différentes offres. Il y a, en termes de voitures, le modèle S, le modèle 3, le modèle X, le modèle Y. Et si on regarde ce modèle-là, moi, c'est un modèle qui nous a beaucoup plu. Et vous allez voir qu'on a été sur un modèle très similaire. C'est que, d'une part, si on va aller vite fait sur le site de Tesla. Enfin, on ne va pas aller sur le site, j'ai fait une capture d'écran du site. C'est que quand on regarde le site web, on n'oublie pas qu'une plateforme de marque sert dans un rôle de communication. Ici, c'est très clair. Il y a la marque Tesla en haut à gauche. Il y a le nom des offres avec les voitures, modèle S, modèle 3, X, Y à gauche. On a d'autres offres qui sont Powerwall, Recharge, qui sont des offres différentes de la voiture. On est là plus sur, on va dire, l'énergie, la recharge. Donc là, ce que ça nous montre déjà, c'est que chez Tesla, ils ne se limitent pas à un seul véhicule, et c'est le cas de le dire, qui est la voiture, pour commercialement se développer. Ils utilisent aussi d'autres véhicules comme la recharge. Petite anecdote au passage, parce que j'adore la mentionner. Si vous regardez modèle S, modèle 3, modèle X, modèle Y, et que vous mettez S3, X, Y à côté, les uns à la suite des autres, il y a une petite blague derrière, ça fait sexy. Voilà, ça c'est pour la culture générale. Donc, quand on regarde aussi Tesla, on voit qu'Elon Musk n'apparaît pas du tout. Et en fait, c'est assez intéressant pour lui en tant que fondateur ou cofondateur, c'est que cette approche, ça lui permet notamment d'avoir plusieurs boîtes dans son portefeuille, et donc pas de limitation à son ambition. Je continue rapidement derrière. On prend SpaceX, ça va être la même chose. Il y a des noms d'offres ou de produits, le Falcon 9, le Starship, etc. Donc, c'est un modèle très similaire qu'après, on peut dupliquer. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne de notre côté, ce schéma-là? Ça nous enseigne, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris et ce que j'en ai appris, c'est qu'on n'est pas notre entreprise. Et quand bien même on a une marque patronyme et incarnée, notre rôle et de faire rayonner l'entreprise. C'est-à-dire son branding personnel est là pour faire rayonner l'entreprise, comme peut le faire Elon Musk avec les différentes boîtes dans lesquelles qu'il a cofondé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on voit cet exemple, c'est qu'on n'est pas cloisonné à créer une seule entreprise. Il est possible d'avoir plusieurs entreprises, mais aussi plusieurs entreprises que l'on peut vendre. Et ça, je crois que c'était aussi un des sujets qui était comment dire, enfin, de se donner la possibilité de vendre. Quand on a une marque patronyme incarnée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile puisque quasiment toute la valeur de la boîte se retrouve sur la personne à la tête de la boîte. Et comme je vous ai dit, à moins d'être un Alain Flelou, c'est compliqué de pouvoir vendre une boîte ultérieurement ou de faire un exit. Donc ça, c'était un deuxième enseignement. Et peut-être un troisième enseignement, c'est vraiment l'importance tout de même du personal branding. Je dénigre pas du tout le fait, en l'occurrence, dans le travail qu'on a fait, de faire disparaître ma Collignon, parce que mon personal branding va continuer, mais non pas, il va continuer à faire rayonner l'ensemble des activités, mais ça ne va pas être associé à la boîte. Donc ça, c'est le premier élément, premier enjeu que je voulais vous partager ce matin. Et en vrai, ce qu'on voit ici, c'est que je vous ai partagé deux modèles. Et je vous avoue, je me suis fait un petit kiff sur ce slide. J'aimerais vous poser la question à réfléchir, et vous pouvez prendre des notes parce qu'on en rediscutera après, c'est quel est votre schéma de marque aujourd'hui? Est-ce que vous avez plus un schéma de type Romain Collignon, marque patronyme incarnée, avec un nom de boîte, des noms d'offres, etc. En l'occurrence, j'ai pu identifier et on a pu identifier que c'était limitant en termes de développement business. Ou est-ce que vous avez plus un schéma à la Elon Musk, Tesla, ou peut-être mettre un schéma hybride? Je vous laisse juste aller 10-15 secondes pour réfléchir à ça. On pourra à l'occasion, si ça vous intéresse, en discuter dans la session de questions-réponses.
Avant que je passe au deuxième enjeu, qui était assez fort, je voudrais juste vous faire une petite confidence. C'est que je regrette, et en même temps, beaucoup font l'erreur, je l'ai fait. En fait, je regrette de ne pas avoir fait le choix stratégique d'avoir opté pour un modèle Elon Musk dès le départ. Et en même temps, voilà, à l'époque, j'avais pas la boîte a été créée il y a 7 ans, enfin officiellement sous cœur d'activité il y a 7 ans. À l'époque, je n'avais pas le recul, je n'avais pas la vision nécessaire. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais cette masterclass, parce que je me dis que si ça peut donner l'occasion de bien faire les choses dès le démarrage, c'est mieux. Et en fait, je le regrette parce que, en même temps, c'est un apprentissage, c'est OK, mais je le regrette pour 2 raisons. La première, c'est qu'est-ce que c'est galère de changer de marque. Donc voilà, nous, c'est fait, c'est quasiment terminé, mais c'est un sacré travail. Vous allez voir derrière toutes les conséquences que ça a. Et en même temps, la deuxième raison pour laquelle je regrette un peu de ne pas avoir directement opté pour un modèle à la Tesla Elon Musk, c'est que pendant ces 7 dernières années, on n'a pas pu capitaliser sur le nom de cette marque. Alors certes, là, on a fait beaucoup d'efforts pour lancer Squared, mais en même temps, si ça faisait 7 ans que ça existait déjà, en termes de rayonnement de la marque, que ce soit de marque employeur, que ce soit de marque même pour attirer les clients, on n'en serait pas là aujourd'hui, on serait certainement beaucoup plus loin. Voilà. Donc ça, c'était le premier enjeu dont je voulais vous parler. Deuxième enjeu assez fort qui nous a poussé à investir dans une plateforme de marque. Ce deuxième enjeu, c'est lié au développement et à l'ambition de l'entreprise. Quand on utilise une marque patronyme et incarnée de type Romain Collignon, en fait, il y a une association qui est très forte avec le marché de l'infoprenariat. Si je résume, pour ceux pour qui le mot infoprenariat serait nouveau, hein, ça consiste, c'est un secteur d'activité qui consiste à vendre un produit d'information dématérialisé. Alors, on pense très souvent aux formations en ligne, mais aussi le coaching, la prestation en fait aussi partie. Alors, si dans l'infoprenariat, c'est monnaie courante d'avoir une marque qui est comme ça, patronyme et incarnée, en fait, je me suis rendu compte, et en particulier depuis que j'ai lancé le podcast Structure, donc c'est un podcast que j'ai lancé il y a 18 mois, notamment où j'interviewe des entrepreneurs qui sont dans d'autres industries sur le web, que ce soit des agences, des e-commerce, des startups. En fait, je me suis rendu compte que les codes infopreneurs pouvaient nous desservir. C'est que certes, ça a certains avantages, comme le fait d'avoir une figure de proue pour le marketing, mais en même temps, en fait, vu de l'extérieur, ce n'est pas forcément la meilleure image qu'on puisse envoyer. Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je communiquais dans d'autres marchés, c'était impossible de savoir ce que l'on faisait vraiment. Parce que les codes sont, OK, il y a un fondateur et il y a un nom de boîte, une boîte, où est le fondateur. Et le fait d'avoir la marque patronyme et incarnée, c'est compliqué de comprendre. Et ensuite, le deuxième obstacle, c'est que malgré tout le professionnalisme dont on fait preuve, nous, ici, on manquait mais directement de crédibilité en termes d'image de marque. C'est-à-dire que directement, on pouvait être catalogué en OK. Alors là, je vais faire peut-être un merci ironique. Dans l'infoprenariat, il y a des très, très belles personnes qui font de l'excellent boulot. Il y a aussi des fanfarons qui bombardent en publicité et dont la livraison est parfois douteuse. Du coup, malheureusement, c'est aussi l'image que l'on peut avoir de l'infoprenariat vue de l'extérieur. Donc, il y avait aussi cette volonté de conserver le meilleur de ce que l'infoprenariat en termes de marché et en termes de code peut apporter, mais aussi de se sortir de ce prisme qui, du coup, nous colle une étiquette directement qui nous desservait. Donc, ce qu'on savait, c'est que ce système de marque patronyme, l'ancienne, n'allait jamais nous permettre de nous ouvrir à de nouveaux marchés et d'être crédible à leurs yeux. Et c'était une des intentions, et c'est toujours une intention, c'est même dans la vision, de pouvoir nous ouvrir à d'autres marchés. Donc voilà, ça c'est les deux gros enjeux qui, du coup, nous ont poussés à se dire on doit développer une marque, on doit développer une nouvelle plateforme de marque qui va aboutir sur un rebranding. C'était la première étape, entre guillemets, la première solution pour pouvoir avancer. Et en termes d'ambition, je vais vous en partager 3. C'est que cette marque, notamment, va pouvoir nous aider à créer des ponts entre les différentes industries du web. C'est vraiment une volonté que l'on a aujourd'hui chez Squared, c'est de pouvoir connecter, faire communiquer les différents univers du web. Alors qu'on soit infopreneur, qu'on soit à la tête d'une agence web, qu'on soit à la tête d'une plateforme e-commerce ou qu'on pilote une startup, en fait, on est persuadé, et en fait, on le vit déjà dans nos programmes, de cette valeur inestimable d'échanger entre des entrepreneurs qui viennent d'industries cousines. Tout simplement parce que quand tu prends les best practices
d'une industrie, et ben, en fait, c'est des opportunités de croissance pour une autre. Donc, il y avait cette première ambition qui nous a poussé aussi à changer de marque pour que chaque industrie puisse s'y retrouver. La deuxième ambition qu'on ne pouvait pas déployer avec l'ancien système de marque, c'est de pouvoir offrir aux entrepreneurs toute notre expertise structurelle et opérationnelle. Donc, on a chez Squared une très grosse expertise de structuration qui aujourd'hui n'est pas proposée aux entrepreneurs avec qui on travaille, d'être à leur côté, en done for you, en done with you. Et donc, on avait besoin de cette nouvelle marque, justement, pour sortir de cette image simple de producteur de mastermind, parce qu'on est bien plus, et on sait qu'on peut être aux côtés des entrepreneurs dans chacune des phases de leur croissance. Donc, le changement de marque était nécessaire pour aussi pouvoir s'ouvrir et proposer ce type de service. Et enfin, il y avait une troisième ambition qui était celle de diffuser à large échelle notre approche qui est humaine, qui est singulière de l'entrepreneuriat, une approche qui consiste à vraiment remettre l'entrepreneur au centre de la croissance et non pas à la merci de la croissance. Et donc, on avait besoin aussi d'une marque, d'un renouveau, d'un nouveau souffle qui nous permette de le faire. Donc voilà, tout ça, ça nous a amené à nous poser la question comment on peut devenir le partenaire indiscutable à travers l'ensemble des industries que je vous ai souhaitées. Eh ben, c'était d'enlever le premier roadblock, le premier obstacle ou le premier frein majeur qui était l'ancienne marque, et donc de créer une nouvelle marque qui nous permette de parler à l'ensemble des industries et qui fasse aussi autorité en utilisant les bons codes et qui résonne aussi en termes d'image à travers les différentes industries. Donc voilà pour le tableau et le contexte. J'espère que ça va, j'espère que vous me suivez. J'espère aussi que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre à la fin de cette présentation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en gros, là, on a posé le terrain. Et en fait, avec les enjeux que je vous ai partagés, il y a à peu près un an, c'est quasi jour pour jour, hein, avec l'équipe, on s'est mis en mouvement. On s'est dit, OK, on doit actionner ça. Et on a un réflexe, c'est que plutôt que je ne sais pas si vous connaissez l'expression en anglais « who, not how », c'est-à-dire que lorsqu'on se dit comment on va faire ça, parce que c'est la première chose qu'on se dit, comment on va créer une plateforme de marque, en gros, c'est plutôt de se dire qui peut nous aider à créer une plateforme de marque. Donc, on a sélectionné une agence spécialisée pour construire cette plateforme de marque et on a fait un travail de 9 mois, je vous le disais, pour mettre au monde cette nouvelle marque. Et 9 mois, c'est marrant, c'est pas anodin, hein, c'est aussi le processus de gestation humain. Donc, il y a un travail qui est nécessaire pour pouvoir faire naître cette marque et qu'elle soit viable. Alors, le processus, je vais essayer de vous le détailler. Vous pouvez peut-être prendre des copies d'écran si vous voulez pour avoir les différents éléments. Le processus, en résumé, pendant les 2 premiers mois, on a eu avec cette agence un certain nombre d'interviews. Donc, ils nous ont interviewés. Ils ont interviewé l'équipe, certaines personnes de l'équipe. Ils ont interviewé aussi des clients, ce qui leur a permis en fait d'extraire finalement l'ADN de Squared. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas Squared. Hein. On ne savait pas comment ça allait s'appeler, mais au moins d'extraire différents éléments qui allaient permettre de définir qui on était, enfin, qui on est même et vers où on souhaitait aller. Ces interviews ont été vraiment la base. C'est comme de la matière première qui permettait derrière de créer la plateforme de marque. Une plateforme de marque, vous avez différents éléments, je ne les ai pas tous listés, mais c'est quelle est la vision de l'entreprise, quelle est la mission de l'entreprise. La mission, c'est qu'est-ce que l'on met en place concrètement pour que cette vision devienne réalité. Quel est le métier de cette entreprise, qu'est-ce que l'on fait, comment on se définit, quelle est la personnalité de l'entreprise, qu'est-ce qui fait que cette entreprise, enfin Squared est comme elle est et pas une autre entreprise. On a aussi retravaillé sur le profil cible. Le profil cible, on pourrait appeler ça avatar client, mais c'est vraiment à qui on est en mesure, à qui on adore travailler, à qui on est en mesure d'apporter le plus de valeur. Il y a le nom de la marque que j'ai mis en gras, parce que voilà, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a le dépôt légal. Il y a ensuite la création du logo, de l'identité visuelle et aussi dans cette plateforme de marque. Je vous rappelle, c'est un document en PDF de 71 pages. Il y a aussi quelques applicatifs, c'est comment on peut décliner la marque sur différents supports, de type si Squared était sur une application téléphone, ça ressemblerait à ça. Si Squared était sur une bouteille, maintenant là en réel, ça donnerait ça, etc. etc. Alors certains d'entre vous, peut-être que vous pourriez vous dire pourquoi avoir payé une agence alors qu'en fait, ça peut être facile de le faire en interne. Moi, je vais vous partager mon opinion, je pense que ça peut se faire en interne, mais en tous les cas, par rapport à notre volonté de faire les choses bien et de faire les choses à la hauteur de notre ambition, ça allait demander du temps.
ça demandait du savoir-faire, du temps, beaucoup de temps même, que clairement, on n'avait pas. Et, euh, et à vrai dire, le fait d'avoir travaillé une agence, c'était une fraîcheur pour apporter un regard extérieur, un regard qui est sans biais. euh, et combien de fois l'agence en fait a débusqué des angles morts, a reformulé des choses, etc., qu'on n'aurait pas été capable, nous, en interne, de pouvoir faire. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que cette agence a été un psy pour le business. Comme si c'était une thérapie, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir parler et de faire ressortir finalement le meilleur de cette entité qui est l'entreprise. Et puis aussi, un troisième élément par rapport au fait d'avoir travaillé avec une agence, je me suis rendu compte après coup, c'est les mots. La façon de formuler les choses, les tournures de phrases. En fait, c'est un véritable métier. Et c'est pas du copywriting, hein, c'est vraiment de pouvoir mettre les bons mots, les mots justes, etc. Et aujourd'hui, ces mots diffusent dans toutes nos communications, que ce soit sur le site web. Aujourd'hui, le site web s'appelle squared.eu, donc EU, et vous pouvez retrouver. En fait, c'est peut-être, je vais en reparler un petit peu après du site web dans cette masterclass, mais c'est peut-être la carte de visite en ligne de toute cette plateforme de marque sur laquelle on a travaillé. Donc, voilà pour le processus d'aboutir en 9 mois à une plateforme de marque. Et ce que j'ai pu remarquer, moi, c'est qu'il y a eu 5 temps forts pendant ces 9 mois que j'ai vécu à titre personnel comme quelque chose d'important, en fait, comme si c'était des piliers sur lesquels, si vous voulez vraiment réussir un rebranding, vous ne pouvez pas passer à côté. Et j'aimerais un petit peu vous les décrire. Je vais peut-être aller vite. Et l'idée, c'est que, ou survoler, parce que je pourrais vraiment rentrer en détail et faire une masterclass sur chaque élément. Donc, si vous avez des questions, notez-les, gardez-les bien, et puis on en discutera tout à l'heure. Premier élément qui a été hyper important, un temps fort dans ce rebranding, c'est le management du changement. Alors ça, c'est un terme qui est assez nouveau pour nous. Je me suis toujours dit que c'était les grosses boîtes du CAC 40 qui parlaient de change management. Mais en fait, on se rend compte que c'est hyper important de pouvoir embarquer l'équipe, de pouvoir mettre en place des dispositifs pour que l'équipe aussi s'approprie des changements. Et en fait, le rebranding, le changement de marque, le changement de nom, je peux peut-être vous dire, ça se trouve, c'est le changement le plus gros qu'une entreprise puisse connaître. Donc, il était important de pouvoir embarquer tout le monde, de leur expliquer, parce que l'équipe savait qu'on travaillait notamment avec la leadership team sur ce rebranding, mais n'avait pas forcément des informations. Il y a plein de choses qu'on dévoilait au fur et à mesure. Donc, c'était important de pouvoir leur expliquer en quoi ça allait consister, ce rebranding. C'était quoi l'impact sur le futur. Donc, on a profité, et c'est la capture d'écran que vous pouvez voir ici, de notre réunion trimestrielle. On fait toujours une réunion trimestrielle où on partage les grandes évolutions stratégiques. Le changement de marque en fait partie. Et donc, on a expliqué à toute l'équipe pourquoi on a fait le choix d'investir des ressources dans un rebranding. On leur a parlé des ambitions futures que je vous ai partagées tout à l'heure. On a récolté leur feedback. C'était hyper important. On s'est aussi assuré que la vision de Squared, là où on souhaite aller, leur vision personnelle aussi était en alignement parce que c'est un changement majeur. Je ne dirais pas que c'est un virage, c'est plus une continuité, mais il faut aussi s'assurer que l'équipe, elle soit embarquée. Pourquoi? C'est relativement simple. D'une part, c'est pour prendre du plaisir dans le travail parce que autant kiffer le chemin sur lequel on va tous ensemble et surtout l'impact sur les clients. C'est-à-dire que quand on voit une équipe qui est inspirée, comme vous pouvez le voir sur cette photo, ou même quand vous pouvez les rencontrer en chair en os, en fait, ce sont les relais, les ambassadeurs au développement de cette nouvelle marque. Donc, on a fait ce Zoom trimestriel et puis, je vous en parlais tout à l'heure, il y a 10 jours de cela, on a 10 ou 11 ou 12 jours, on a fait un lancement officiel à Paris de la marque. Et c'était le soir, mais toute la journée, on l'a passé avec l'équipe. Et c'est vrai qu'on a une équipe, nous, qui est asynchrone, qui est remote. On n'a pas l'occasion d'être réunis tous ensemble régulièrement. Et là, on a passé la journée ensemble. Chacun avait des cadeaux, des goodies. Par exemple, le pull, voilà, bon, on ne le voit pas à l'écran, si c'est bon. La gourde, le pochette d'ordinateur, etc. Vraiment l'idée de pouvoir créer un sentiment d'appartenance. Et à titre personnel, j'ai eu pendant cette journée la chair de poule, et là je repars, j'ai encore la chair de poule, c'est que ça a été peut-être l'un des moments les plus chouettes de ma carrière d'entrepreneur, de pouvoir avoir au même endroit tous les membres de l'équipe pour ce moment aussi important. Donc, management du changement, ça c'est le premier temps fort. Le deuxième temps fort, je vous en ai parlé, c'est qu'une fois que l'équipe était embarquée, il fallait après embarquer les clients, embarquer la communauté. C'est le deuxième point. Et c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de frapper fort, de créer du buzz, d'organiser une soirée de lancement, d'investir dedans.
Et l'objectif de cette soirée, c'était de pouvoir annoncer la naissance de Square. Je pense que c'est important. Mais c'était aussi pour nous d'avoir un espèce de jalon. Voilà, c'était le 16 mai 2023. Et avant, on était Romain Collignon. Après, on était Square. C'était comme s'il y avait un avant et un après. Donc, d'une part, vous savez ce que c'est qu'on a des objectifs aussi ambitieux que celui-ci. Avoir une deadline, c'est bien. Ça permet de faire d'avancer. Mais c'était aussi, j'ai le sentiment, une espèce de rite de passage entre l'ancienne marque et la nouvelle marque. Donc, la soirée, je pense, a été très bien reçue, extrêmement bien reçue. Il y a eu quelques larmes dans le public. J'étais très surpris là-dessus. Et puis, d'après les retours, c'était le bon move à faire pour lancer la marque. Donc ça, c'est deuxième élément. Troisième élément, troisième temps fort, j'ai envie de parler des développements du site web et des réseaux sociaux. Parce que le site web, il est sorti le même jour, tout au moins il était publié en ligne le même jour que la soirée de lancement. Et le site web, c'est à mon sens le meilleur témoin d'un rebranding. C'est-à-dire qu'au-delà du logo, au-delà du nom, le site web, on a tout dedans. On a toute la plateforme dedans. Et donc, en parallèle de cette préparation dans les coulisses de la soirée de lancement, on s'est activé aussi à ce que le site Internet, tout au moins dans sa version initiale, parce qu'il va évoluer, soit prêt le jour du lancement. Ce n'était pas gagné, mais on a réussi à le sortir et je vais vous le montrer ici. Un site Internet qui, dans la stratégie, je vais vous parler un peu de stratégie, adopte des codes un peu plus start-up que infopreneur ou e-commerce ou même d'agence web, tout simplement parce que le code un peu startup parle à tout le monde d'une certaine manière. Donc, on a décidé d'aller là-dessus. Et voilà, le site Internet, c'est vraiment la déclinaison, je vous laisserai aller dessus, de la mise en musique de cette plateforme de marque. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a déjà l'identité visuelle, il y a tout un tas de codes, les mots qui sont utilisés, les preuves qui sont utilisées dessus, la vision, la mission, le métier, etc. Donc, aujourd'hui, le site web, c'est la carte de visite de la nouvelle marque. Deuxième chose aussi qui était important pour moi, c'était que le fait de, je ne vous en ai pas encore parlé, mais autour de ce que l'on fait, je suis la figure de proue, tout au moins, voilà, je suis en train de vous parler, c'est que derrière, en fait, on a un collectif, une équipe confirmée d'entrepreneurs qui sont seniors. Et ça se voyait pas avant. Donc, le fait de pouvoir rebrander, c'était l'occasion de pouvoir aussi mettre en avant ce collectif confirmé. C'était aussi une des intentions majeures de ce rebranding. Donc là, sur la capture d'écran, vous avez la leadership team. Et si vous allez sur le site, vous pourrez voir les coachs aussi qui sont avec nous. Et moi, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent le même degré de seniorité. Et donc, si je vous mettais entre les mains, que ce soit de Romuald pour la structuration CEO, de Gaël pour le marketing, de Raphaël pour tout ce qui est aspect sales, ils sont clairement meilleurs que moi sur tous ces sujets-là. Donc voilà, c'était aussi l'opportunité de pouvoir mettre en avant l'équipe. Et d'ailleurs, je vais faire un petit cliffhanger à la fin de cette masterclass. J'ai une très grosse surprise à vous partager, notamment autour de cette équipe à votre service. Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, donc troisième point, site web, réseaux sociaux, parce que réseaux sociaux, c'est une déclinaison notamment du site web. Le ton, la voix, ça, c'est un changement majeur aussi du fait de passer de Romain Collignon, le jeu, à un nous, un Squared, c'est une équipe. Et ça, c'est encore un travail in progress. Donc, peut-être qu'en suivant les emails, vous allez voir qu'on est en train de s'adapter au fur et à mesure. Je pense que d'ici fin juillet, on sera rodé. Et ça, c'est aussi un enseignement du rebranding, c'est que même si on a mis la date du 16 mai, en fait, tout ne peut pas s'opérer le même jour. On ne peut pas switcher comme ça. Il faut cesser le temps pour certains éléments. Il y a des deadlines où ça sort et puis il y a aussi un temps pour que ça se mette vraiment en place. Donc, on a des challenges encore. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver ça, même si on travaille dessus, sur le ton, la voix. Comment on s'exprime dans nos communications? Est-ce qu'on s'exprime au nom de Squared? Est-ce qu'on s'exprime à titre personnel au sein de Squared? Donc voilà, c'est un travail qu'on est en train de faire qu'on appelle un voice guide. C'est quelle est la tonalité de Squared. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, ça va être notamment les challenges de comment on passe du je au nous. Ça va être aussi, je vous en ai plus ou moins parlé, je vais revenir sur le slide d'avant. Ici, lorsque je parlais du profil cible, en fait, quand on a fait ce travail de marque, on s'est rendu compte que les entrepreneurs avec qui on adore bosser, avec qui on a le plus de résultats,
ces entrepreneurs qui ont 3 caractéristiques, c'est qu'ils sont engagés, ils sont ambitieux, ils sont déterminés. Et donc, dans notre façon de communiquer, c'est pour ça que j'ai mis ça ici dans ce slide de ton et la voix, il y a aussi une réadaptation de notre façon de communiquer pour vraiment nous adresser à cette typologie d'entrepreneurs. Et puis enfin, le dernier point, c'est effectivement une communication qui, à la base, était très infopreneuriale et donc très marketing direct, qui aujourd'hui ne fonctionne plus pour ce que l'on souhaite accomplir dans notre ambition. Et donc, on va devoir communiquer en utilisant toujours les codes infopreneuriaux pour tout ce que ça apporte de meilleur, mais aussi pouvoir communiquer d'une façon à ce que ça puisse unir les différentes industries du web dans cette ambition de créer ce pont entre ces industries. Donc ça, c'est un 4e temps fort. Et 5e temps fort, dans lequel on est encore dedans aussi, c'est tout l'impact opérationnel de ce rebranding en backstage. Donc, il y a le front stage, là, je vous ai partagé, c'est la partie visible du rebranding. Il y a tout le backstage, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent ici. Je vais vous donner des exemples, parce qu'en vrai, je ne suis pas l'expert du sujet, ce n'est pas moi qui est responsable de ça, mais imaginez simplement le changement d'adresse email, le changement des statuts de l'entreprise. D'ailleurs, je sais qu'il y a des petits malins qui connaissaient le nom de la boîte avant qu'on fasse l'annonce parce qu'ils avaient été checkés à l'INPI. Donc, déposer la marque, le changement des automatisations pour ne pas casser l'ensemble des workflows. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire gaffe, faire attention, notre documentation interne, externe. Voilà. Donc, je sais qu'on a encore quelques bonnes semaines pour que cet impact opérationnel soit lissé. Et comme je vous le disais, je pense que d'ici courant de l'été, on aura terminé tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je pense qu'on est bon dans le timing. On arrive tranquillement à la fin de cette masterclass et puis on va passer aux questions-réponses. Donc moi, je vais être là en questions-réponses jusqu'à 12h30, donc on a le temps de pouvoir échanger. Mais avant, j'ai une info rapide à vous partager. Parce qu'on m'a posé la question à plusieurs reprises, notamment lors de la soirée de lancement, c'était quand est-ce qu'on réouvre les inscriptions au Mastermind 67, notamment pour l'année 2023-2024. Donc, ma réponse, c'est on va réouvrir tout bientôt, c'est imminent. Et peut-être que certains d'entre vous souhaitent nous rejoindre à la rentrée de septembre. Et si c'est le cas, je vous invite simplement à prendre rendez-vous avec Raphaël, hein, dans mon équipe, que je vous ai présenté tout à l'heure, pour pouvoir échanger et faire le point avec lui pour voir si c'est un bon moment pour vous de rejoindre le Mastermind 67 pour sa 7e édition. Et sinon, deuxième annonce que je voulais vous faire, ça c'est une nouvelle qui peut vraiment vous intéresser. En tout cas, moi, c'est une nouvelle qui m'excite beaucoup en termes d'approche, c'est que le vendredi 16 juin 2023 à 10h, notamment dans le cadre de toutes ces festivités qui ont toujours lieu dans la période d'inscription au Mastermind 67, on va organiser une session de mentorat qui, je pense, va être assez exceptionnelle parce que, je vous l'ai dit, hein, ce rebranding, ça nous a vraiment permis de libérer toute la puissance de l'équipe dirigeante. Et c'est pourquoi le 16 juin, on a envie d'organiser, donc en ma présence et en la présence de l'équipe et des coachs, une session de mentorat. L'idée du mentorat, c'est vraiment du conseil qui est individualisé. Et puis comme nous, on aime bien faire ça aussi en groupe, c'est-à-dire que c'est du conseil individualisé, mais qui va être aussi enrichi à la sauce mastermind pour profiter de la puissance du cerveau collectif. Donc voilà, l'idée, c'est le vendredi 16 juin à 10h. Il faut venir avec son sujet le plus chaud, le plus important du moment, parce qu'en face, il y a les personnes qui peuvent y répondre, que ce soit le sujet chaud de marketing, de vente, de structuration d'équipe, de mindset. Nous, on a vraiment à cœur, notamment dans le 67, dès la rentrée de septembre, que toute l'équipe dirigeante soit au service, et les coachs aussi, hein, soient au service des membres pour pouvoir, on prend Gaël, le sujet marketing, il a la réponse à tout, Raphaël en sales, il a la réponse à tout, Romuald en structuration pareil, moi sur des sujets plus 78, les coachs pour le mindset, etc. Donc ça, c'est une première pour nous et je pense même pour l'industrie, donc profitez-en. Si vous voulez vous inscrire, on va vous laisser un lien, sachant que on va caler dans les prochains jours les détails logistiques. Voilà, on est en train de construire l'avion en plein vol et on ne sait pas encore combien de personnes on pourra accueillir. On pense autour de 50 pour qu'on puisse en 2h30 comme ça pouvoir se répartir les groupes et avoir vraiment une session où chacun et chacune ait la possibilité vraiment de bénéficier de ce conseil personnalisé. Donc voilà, si vous voulez être des nôtres et que vous êtes dispo le 16 juin, on va vous laisser le lien dans les commentaires. Voilà pour cette masterclass. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à vos questions.
peut-être la meilleure façon de faire, ça va être de la poster dans les commentaires. Je ne sais pas si je vais avoir un afflux de… Michael, c'est la session, pardon, oui, de mentorat, c'est en ligne. On fait ça en ligne, ouais. Donc, pour les questions sur la masterclass, je vais enlever ma présentation. On va avoir un échange. Ce que je vous propose, c'est juste de le partager dans les commentaires et puis voilà, d'avoir cette discussion. Je ne sais pas si je vais avoir un flux de questions ou si je vais en avoir que quelques-unes. Dans tous les cas, la première question qui arrive, shooter. Alors, c'est intéressant. Merci, merci Sarah. L'incubateur 56, aujourd'hui, qui est un programme historique, on a terminé la commercialisation il y a… alors, ce n'est pas forcément un sujet de rebranding, mais je vais te répondre quand même. On a terminé la commercialisation fin de l'année dernière. Il continue encore jusqu'à la fin de cette année. Et on a lancé un programme qui s'appelle l'accélérateur aujourd'hui, qui permet justement de développer sa structuration marketing et sales dans l'objectif de rejoindre le 67. Donc, il a shifté. Ludivine. Vas-y, Ludivine, je te propose d'ouvrir ton micro et de poser la question. Alors, merci. Merci, Romain. En ce qui me concerne, tu vois, moi, j'ai mon site Ludivine Poli. J'ai déjà fait ce rebranding il y a 3 ans. J'ai mon site Learnim. Et voilà, ça m'a amené un peu de la clarté quant à la posture à adopter. Je me rends compte que j'ai fait mon rebranding, mais je ne l'assume pas total. Je fonctionne encore avec les codes de l'infoprenariat et je communique beaucoup en nom propre. Aujourd'hui, j'ai encore mes 2 sites. Ça crée ça empêche la lisibilité au niveau de mes clientes. J'ai eu des retours à ce niveau-là. Du coup, je m'interroge, est-ce que j'enlève mon site Ludivine Poli? Enfin, voilà. Qu'est-ce que toi, tu as fait de ton site Romain Collignon? Ouais. Vrai sujet. Alors, je vais te dire ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Donc, ça va plus être une inspiration qu'autre chose. Le site Romain Collignon, d'ailleurs, on va aller dessus. Aujourd'hui, les pages ne sont plus accessibles. Hop, je vais partager ça. Bon, en gros, là, maintenant, le site existant, voilà, on explique qu'en gros, maintenant, tout se passe voilà, tourné vers un futur plein d'ambition. La marque Romain Collignon disparaît et devient Squared. Donc, on clique sur le lien, évidemment, on arrive sur Squared et il n'y a plus de barre de recherche, etc., etc. On a fait certaines redirections, notamment sur des pages SEO. En vrai, c'est que là, aujourd'hui, le site web, le nouveau, il n'y a pas encore la partie blog, médias, etc., qui va arriver dans un second temps. Mais certaines pages, on les a redirigées vers des pages équivalentes sur squared.eu. Notamment, par exemple, la page qui décrit le programme Mastermind 67. C'est une redirection qui va sur Squared. Ça, c'est temporaire. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça dans ce rebranding, c'est qu'il y a des choses qu'on peut déclencher ou tenter, puis des choses qui se font au long cours. À terme, ce site, ça va devenir mon site de personnel branding, enfin, très clairement, où il y aura tous les projets dessus. Après, Là, on est vraiment dans une étape, et on le voit dans cette petite image. Je ne sais pas si ça se voit bien en live, mais voilà, on enlève Romain Collignon et puis on verra avec Romuald à côté, notamment sur les suites Squared. Donc, ce site est amené à ne plus être ce qu'il était. Et ça va me servir en personal branding, mais on n'a pas encore décidé comment on allait l'utiliser. Ça répond à ta question? Ouais, carrément. Je te remercie. Top. Et on me dit dans mon oreillette, Stéphanie, que j'avais pas vu ta question, ce qui est le cas. Est-ce que tu veux la poser à l'oral? Oui, bien sûr. Salut Romain, salut à tous. Donc, oui, je voulais poser cette question parce que tu dis, tu as un regret, tu aurais aimé pouvoir faire le branding dès le début. Mais franchement, c'est une question que je me pose depuis 2 ans déjà sur le rebranding. Et je sentais, quand je vois avec le recul, il y a 2 ans, je n'étais pas prête. Enfin, pas du tout, tu vois. Et je pense que je ne suis pas encore prête. Je pense que je le serai l'année prochaine, mais pas encore tout à fait. Parce que la question que enfin, tu vois, ce que je me dis, c'est ma vision, elle n'est pas super claire, elle évolue encore, les valeurs évoluent encore. Donc, la question, est-ce que tu penses que c'est faisable dès le début ou est-ce qu'il y a un certain palier, avec le recul que tu as maintenant, tu vois, est-ce qu'il y a un certain palier où quand tu l'atteins,
ça serait le bon moment de refaire un rebranding? Mhm. C'est une super question parce que tu vois, cette idée de rebranding, en fait, je l'ai depuis, je sais pas, 4-5 ans. Donc, c'était dans le backlog, là, tout doux à faire, mais c'était un chantier. Tu as mis le doigt sur un élément hyper important, je pense que c'est la vision. Parce que ça sert à rien d'investir autant de ressources, qu'elles soient financières, temps, focus, sur un truc qui, potentiellement, dans 3 ans ou 5 ans, on est obligé de le refaire. Donc, peut-être une des choses qui, aujourd'hui, nous permettent d'investir dedans, c'est que je vois où on peut emmener Square dans les 25 prochaines années. Donc, je sais que quand je dis ça, des fois, on se dit waouh. Mais en vrai, tout ce qu'on pourrait mettre en place dans ce cadre-là, Square peut le supporter en tant que marque. Ça a été beaucoup de frustration de mon côté parce que je voyais pendant pas mal d'années que la façon dont on brandait notre communication, c'était pas le truc parfait, etc. Mais je crois que dès qu'on arrive à voir à plus de 3 ans ou 5 ans et qu'on est sûr d'y aller, tu vois, qu'on a un track record aussi derrière pour pouvoir projeter. On prend Elon Musk quand il a lancé Tesla. Ok, il l'a lancé, mais bon, il a je ne sais pas combien d'années d'expérience derrière et on peut directement investir dans une marque comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, Elon Musk, mais mon conseil, c'est vraiment effectivement la vision. Sinon, on peut très bien s'en sortir avec un nom de marque, un nom d'offre, etc. Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on sent qu'on est limité en termes d'ambition, ça aussi, tu vois, il y a une espèce de frustration, de friction qui arrive. On se dit, par exemple, le fait d'offrir notre expertise structurelle et opérationnelle, ça, on peut le faire déjà depuis 3 ans, mais vraiment en done for you, done with you. Sauf qu'on ne le faisait pas parce que la marque aussi ne pouvait pas permettre de porter ça. Donc ça aussi, je pense que si à un moment donné, il y a beaucoup de frustration qui est nourrie avec la marque actuelle, c'est intéressant de se poser la question. Merci pour ton retour. Du coup, je vais juste rebondir dessus, j'ai une autre question. Est-ce que Vas-y. tu penses qu'il y a aussi le lien avec le fait que tu intègres le COO, l'intégrateur dans l'entreprise? Alors, ça fait un moment que tu bosses avec Romuald, mais est-ce que le fait d'avoir intégré quelqu'un t'a amené du coup à lâcher beaucoup de lest sur Romain Collignon, puisque c'était plus toi que Ouais, toi à la ouais, tête? Est-ce que ça ouais, bien aussi, sûr. ça a vraiment amené au rebranding, Ouais. Alors, il y a 2 éléments là-dessus. Il y a le premier, c'est que là, ce que je vous partage, c'est une expérience, hein. Je ne dis pas que c'est le modèle à adopter. C'est juste une inspiration. Dans ma personnalité, je préfère ne pas être mis en avant. Ce qui est assez bizarre peut-être quand on voit ça comme ça, mais je préfère être en petit comité autour d'une table à 4-5, papoter, j'adore ça. Et donc, du coup, aussi, le fait de moi pouvoir m'effacer et de mettre en avant le collectif qui existe déjà et qui est bien présent, bah, si tu veux, c'est quelque chose qui est très cher chez moi, c'est réussir ensemble. Donc, réussir ensemble avec les clients, mais aussi réussir ensemble en tant qu'équipe. Et donc, ce que vous allez voir aussi avec Squared, c'est que sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, etc., c'est toute l'équipe qui va maintenant apparaître. Et ça, il y a des boîtes qui le font très bien. Et moi, ça me nourrit énormément, ça. Tu vois, c'est quelque chose que j'adore. Donc, l'ego, il n'y en a pas. Il y a aussi cette volonté peut-être d'être moins face à la caméra ou d'être là juste pour les moments peut-être les plus importants et de pouvoir mettre en avant l'équipe. Donc, ça, est-ce que je réponds à ta question? Parce que j'ai peut-être un peu divagué. un peu divagué, mais tu as répondu à la question. En tout cas, pour moi, c'est clair. Ok. Merci. Ok, très clair. Et l'autre complément, c'est par contre, si on est quelqu'un, tu vois, je pense à Tony Robbins, tu vois, c'est devenu un nom de marque. Donc, si on est quelqu'un qui porte à fond, bah, la marque peut devenir, le nom de la personne peut devenir le nom de la marque à terme. Mais en tout cas, moi, dans mon énergie, c'était pas l'idée. Merci Stéphanie. Du coup, où est-ce qu'on en est dans les questions? Ah, peut-être que Gaël, tu peux me dire qui je peux prendre en question. Je suis un peu perdu. Oui, tu as une question de Nicolas qui dit c'est quoi pour toi en vrai le meilleur moment pour faire le switch? Personal branding, rebranding. Moi, c'est un peu la même Ok. chose que ce qui vient d'être dit. Vas-y, Nicolas. Bah, si tu veux, Nicolas, pose-la de vive voix. Ouais, non, je pense que ça rejoignait celle de Steph. En fait, je pense que tu as répondu en disant que soit à partir du moment où tu as ta vision ou à partir du moment où ça freine ton ambition. Et je pense que le moment, il est plus personnel qu'un cap réel, tu vois. Et je pense que Ouais. c'est plusieurs indicateurs, que ce soit ton associé que tu fais rentrer, ton côté vision. Tu vois, on en discutait en off là, avec Ludo pendant que tu t'échangeais. C'est que moi, il y a des choses qui sont déjà établies mais qui n'ont jamais été communiquées. Et pourtant qui sont déjà forts parce qu'il y avait déjà une vision derrière, en fait. Juste que j'ai toujours communiqué sous mon nom perso. Mais c'est intéressant, du coup. Merci. Ok. Bah, merci aussi pour ton complément. C'est aussi intéressant. Merci, Nico. Et Gaël, ouais, vas-y, la voix off, Gaël. ouais, sinon, Qui tu d'autre? avais une question de Michael qui te demandait, il y a tellement de choses à faire dans un rebranding, s'il devait y avoir un focus au laser, tu le mettrais sur quoi? Où est-ce que tu mettrais ton attention maintenant que tu as fait le chemin? Ok.
Intéressant. Michael, tu peux donner un petit peu de contexte par rapport peut-être à ton cas particulier? Oui, tout à fait. Alors, bonjour. Merci pour cette conférence. C'est assez intéressant. C'est rare de voir ce genre de sujet. Effectivement, oui, moi, je suis en plein rebranding aussi. Donc, il y a énormément de trucs dans tous les sens. Tu as parlé d'opérationnel, on est d'accord. Il y a tous les backstage, il y a ce qui se passe devant. Il y a que, là, la conférence qu'on a, c'est la petite version immergée de l'iceberg avec les emails. Mais il y a tellement de choses à faire. C'est très compliqué pour moi, justement, d'arriver à prioriser tout ça. Maintenant, toi qui as passé le chemin, qui a fait ces 9 mois, donc ton bébé est en train d'accoucher, enfin, il est né, en fait. Il est sorti là. Il est sorti, pardon, oui. Il est sorti. Qu'est-ce que, maintenant, avec ce retour d'expérience, toi qui es maintenant papa, en regardant derrière toi, c'est quoi que tu vois qui, tu dirais, OK, les angles morts qu'il y a eu en mode, OK, ça, j'avais pas vu ça comme ça. S'il y avait 2, 3 pépites comme ça, où tu dis, OK, j'avais pas vu à quel point ça, c'était super important, quand tu étais encore le papa du bébé qui n'était pas encore né, si je suis la métaphore. Je sais pas si ma question est claire. Ouais. Alors, tu vois, là, j'ai pris 2 trucs en note. Donc, c'est les premiers trucs qui me Parfait. sortent Merci comme beaucoup. ça. Après, je sais pas si c'est les 2 plus importants. Donc, méfie-toi. Je crois que le premier élément, c'est d'avoir été accompagné. D'ailleurs, j'ai cru voir passer la question, c'est de se dire, quand on s'est dit, OK, on va se faire accompagner, moi, j'ai envoyé un message à 5-6 entrepreneurs qui, je sais, notamment grâce au podcast Structure, avaient fait un rebranding dans les 2 dernières années. Et j'aurais juste demandé avec qui vous avez bossé. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment de se dire, en fait, dès qu'on s'est dit on y va sérieusement, j'envoie un message à mes contacts, ils m'envoient leurs contacts et et notamment c'est Romuald qui avait initié ça au démarrage, on a fait des interviews et des calls pour se dire OK, on va sélectionner cette agence. Donc pour moi, ça c'est le premier temps fort parce qu'en fait, je ne sais même pas comment on s'en serait sorti si on avait fait ça en interne. Ça, c'est le premier point. Et après, moi, en termes d'apprentissage, c'est vraiment la structuration des marques. Alors, c'est un truc, tu vois, je pense, quand je vous ai expliqué, il y a une marque patronyme, Romain Collignon, une marque Arc Diffusion qui est légale, il y a le Mastermind 67, c'est le nom d'offre, etc. Moi, je pensais que Mastermind 67, c'était une marque. Mais non, en fait, c'est juste un nom d'offre. Et si tu veux, il y a ce côté-là, il y a ce côté-là, c'est que une marque, en fait, mon point, c'est différencier une offre d'un nom de marque. J'étais complètement dans le brouillard à ce sujet-là. Bon, c'est les 2 éléments que j'ai notés, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est les plus importants avec le recul. Ceci étant dit, après, je peux te partager le sentiment que j'ai là aujourd'hui après ce travail. C'est un sentiment de libération. C'est-à-dire me dire, OK, c'est bon, là, on a passé la bonne vague et maintenant, voilà, on peut dérouler sur l'ambition. Ça, c'est vraiment la sensation que j'ai aujourd'hui et depuis les 10 derniers jours. Il y avait Aurélie qui posait la question sur le choix de l'agence. Merci, Est-ce que Mika. tu veux compléter? Ça a été, c'est une agence qui a été, ils ont été benchmarkés, donc avec différents critères, avec le critère budget, avec le critère sympathie, avec le critère valeur, avec le critère ancien cas d'études, etc. Et à partir de là, on a pris une décision. Sinon, il y avait une question de Sarah. Ok, je vois qu'elle est assez. Ouais, Sarah, tu peux peut-être le dire parce que je vois qu'elle est assez longue. Ouais. Okay. En fait, effectivement, moi, je suis aussi là-dedans depuis, pareil, depuis juin dernier, de l'année dernière. Et il y a vraiment cette idée, quels sont les bébés que tu as abandonnés, les projets que tu as abandonnés ou restructurés autrement, parce que des fois, on peut revoir et réintégrer dans la mission. Mais qu'est-ce qui a été difficile dans ce changement, tu vois, de ce point de vue-là, où je me projette, j'ai une vision, je vois les choses comme ça. Et finalement, ça se fait pas. Je pense que tu le vis de manière heureuse et parce qu'il y a plein de choses avec l'équipe, etc. Mais à des moments où ça a été difficile d'y aller, qu'est-ce que ça serait, en fait, ces bébés que tu as dû abandonner ou ces modes de fonctionnement, ces changements que tu as dû faire, en fait? J'ai été claire? Ouais. Merci, Sarah. Ça fait plaisir d'échanger avec toi. Ça reste très personnel. Le plus gros challenge, c'est ma patience. Parce que moi, quand j'ai une idée, je veux que ça se fasse comme ça. Sauf qu'on n'accouche pas comme ça. Donc ça, c'est le premier élément. Et merci toute l'équipe de me supporter sur ces sujets-là. Et aussi, ce qui a été difficile pour moi, c'est effectivement cette zone de flou, de transition entre l'ancienne marque et la nouvelle marque. Et à partir du moment où j'ai accepté qu'on change de marque, ça ne se fait pas au tenté. Donc c'est un peu lié à la patience. Et que c'est un processus qui commence à sa genèse il y a 1 an. Au bout de 9 mois, il y a le lancement, et puis il me reste encore à peu près 3 mois pour tout mettre au propre. J'étais hyper soulagé de ça et de se dire qu'en fait, c'est le jeu, quoi.
Ok, merci. Processus, monsieur structure. Mm. Ça va mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et une dernière question de Ludivine Poli. Tes futurs enjeux en termes de personal branding pour porter la marque? Alors, c'est intéressant parce que là, du coup, on bosse sur un autre sujet de marque qui est celle de la structuration de la marque mère Squared avec les marques filles. Alors, les marques filles, c'est quoi? C'est notamment décliner l'ensemble des offres que l'on a sous Squared. En fait, on se rend compte que certaines offres peuvent vivre, enfin, comment dire, certaines marques peuvent vivre par elles-mêmes, et je vais vous donner un exemple, et d'autres, en fait, sont simplement comment dire, une sous-catégorie de Squared. Le risque, en fait, et je pense que c'est aussi un gros apprentissage que j'ai eu, c'est que j'ai envie de lancer une marque sur tout. Voilà, Mastermind 67, 78, l'accélérateur, les offres Done for You, etc. Et pour moi, on lance une marque à chaque fois. Mais en fait, si on fait ça, et donc c'est le retour que j'ai eu, c'est qu'on dilue la marque principale qui est Squared. Donc en fait, il faut vraiment communiquer sur Squared, et c'est ce qu'on voit dans des boîtes. On pourrait avoir Squared Coaching, Squared Consulting, Squared, etc., pour ne pas diluer la marque. Donc là, on est en train vraiment de faire ce travail, de se dire, OK, parmi tout ce qu'on a et tout ce qu'on souhaite développer, il y a un des projets dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est notamment d'ouvrir un tiers-lieu sur Paris pour pouvoir accueillir les entrepreneurs et se réunir ensemble. Ça, est-ce que c'est sous Squared ou est-ce que c'est une autre marque puisque ce tiers-lieu vit par lui-même? Donc, on est vraiment sur ces problématiques-là. Et l'exemple le plus concret, c'est par exemple le podcast Structure. Podcast Structure, en vrai, c'est un ovni. Et c'est plus lié à mon personal branding. On pourrait prendre par exemple l'exemple de Mathieu Stéphanie, que j'imagine un grand nombre de personnes connaissent avec son podcast. Il a son podcast Génération Do It Yourself, qui l'aide aussi à promouvoir l'agence Cosa Vostra, mais ce n'est pas le podcast de Cosa Vostra. Donc, il y a vraiment ce travail-là de marque fille, de marque mère, parce que l'enseignement derrière ça, c'est que c'est beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie de lancer une marque. Donc, il faut vraiment le faire quand c'est nécessaire. Alors, il y avait une question de Salma que j'ai oubliée tout à l'heure. Désolé, Salma, si tu veux activer ta vidéo et ton micro. Elle demandait comment ça a été pour toi. Vas-y, Salma, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous, merci Gaëlle. Moi, j'avais mis, je pense, 3 questions dans une. La première, c'était une petite curiosité dans le sens, c'est quand même ton bébé, un petit peu la marque Romain Collignon et tout ce qui en découlait. Comment toi, tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu personnellement de voir un petit peu que ça grossit comme ça et qu'au final, ça se transforme en autre chose d'un côté? Et aussi, tu parlais de la voie, du temps que vous êtes en pleine recherche. Je voulais savoir un peu quel est votre guideline pour ne pas tomber dans la communication corporate d'une marque un peu froide, pas humaine, où on voit moins de Romain Collignon, et la place du coup que tu souhaites donner à ton personal branding dans ta stratégie globale. OK, Voilà. j'ai pris les notes, merci Salma. Premier élément, c'est que Romain Collignon disparaisse, moi, il y a une espèce de soulagement. Donc, je ne sais pas si chacun parlera comme ça, mais moi, je suis hyper heureux, je me sens vachement plus libre. C'est un truc, c'est une aventure d'équipe, et en fait, je suis hyper content de ça. Donc, j'ai eu 0 challenge mindset. En tout cas, j'étais prêt, j'étais mûr pour ça. Peut-être qu'avant, ça n'aurait pas été le cas. Et puis, même dans ma philosophie de vie, je sais qu'en fait, la vie, c'est des successions d'étapes. La seule constante, c'est le changement. Donc, c'est comme si, toi, une métaphore de Pokémon, c'est voilà, tu passes au niveau du dessus et puis tu n'es plus le même Pokémon, tu en as un autre, quoi. Et le deuxième élément sur la voix et le ton, tu me colles une colle, tu me poses une colle, c'est on travaille dessus. Et c'est vraiment un enjeu sur lequel, justement, avec Gaëlle à la direction marketing, mais aussi Patrice qui fait la copie chez nous, c'est comment on a à la fois un ton qui soit professionnel, qui puisse que Squared puisse assumer, mais qu'on garde le côté très humain chez nous, émotionnel, vivant de ce que l'on fait. Et c'est clairement le risque qu'on a pu identifier avec Squared, parce que quand tu le regardes, on nous taquinait genre en mode carré. C'est vrai qu'on est très structure, mais on est aussi très communauté. Et donc avec Squared, on tire sur la structure à fond. Donc on sait que, comme c'est un balancement, on doit actionner énormément le côté émotionnel, communauté, dans nos communications, dans nos images, dans nos visuels, pour qu'il y ait ce juste milieu qui nous représente. Ma réponse sur le ton et la voix, c'est work in progress. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours d'ailleurs dans les mailings. J'ai hâte de suivre. Et franchement, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus, sachant qu'il y aura, je pense, 2 communications. Une communication de Squared, un peu plus généraliste, newsletter, et après des prises de position, que ce soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn, email, de chacun des membres de l'équipe, avec leur voix à eux. Mais comme dans l'équipe, on partage les mêmes valeurs, il y a un degré de seniorité qui est équivalent. Voilà, c'est
ça le fera, je pense, dans tous les cas. Et la troisième question, je l'ai oubliée parce que je n'ai pas pris ma note. C'était quoi? Bah, dans un sens, tu y réponds aussi, c'est la place Ok. du personal branding dans tout ça. Je pense que c'est aussi work in progress, ça, on verra après. Quelle place tu souhaiteras donner à ça, en fait, dans ta com? Ouais, mais ouais, les 3 prochains mois, je pense que début septembre, on sera bien calé. Puis, entre-temps, on va tester. Voilà. Ok, bah, Soyez merci indulgents. Merci. Merci, Salma. On a une question clin d'œil de Nicolas qui dit quand est-ce que tu montes un Lego pour représenter la marque? Pas bête. Parce que je vois Nicolas, tu as un super fond. Tu t'imagines derrière un Lego Square, derrière, ça peut être pas mal. On va peut-être faire un truc comme ça. Ok. Je vois Aurélie aussi, tu as une question. Vas-y, je te laisse prendre la parole. Je pense que tu as déjà répondu à la question. La question que je posais, c'était en fait comment vous aviez choisi votre agence et puis ensuite avec combien de personnes dans l'agence vous avez bossé pendant la période de la gestation, de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Voilà, j'ai compris qui vous avez impliqué de votre côté, mais de l'autre côté, prendre par la main et comment vous avez progressé. Au total, 5 personnes. 3 de l'agence de plateforme de marque et ensuite 2 personnes qui étaient une autre boîte pour le développement du site web. C'était pas la même. Après, on aurait pu faire le choix de rester en fonction de mes contraintes. On voulait faire ça sur Webflow, etc. etc. On a bossé avec 2 agences. Donc, sur l'agence de plateforme de marque, ils étaient 3. La fondatrice, vraiment en chapeautage global du projet. Une première personne qui est intervenue, je ne pourrais pas dire son titre, mais dans tous les cas, c'est cette personne-là qui récoltait toutes les interviews et qui a réussi à mettre en mots la plateforme de marque. Et une fois que c'était fait, il y avait une troisième personne qui était avec la casquette design et qui a permis justement d'illustrer les mots qui avaient été initialement écrits. Donc 3 personnes pour l'agence de plateforme de marque. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, il y a eu une transmission de ballon vers l'agence, on va dire, de développement web. Et dans l'agence de développement web, il y a 2 personnes. Il y a la personne qu'on appelle le web designer qui va prendre et qui va créer une maquette sur un logiciel qui s'appelle Figma notamment et qui va permettre de déployer cette plateforme de marque sur un site. Il y a de l'UX, il y a de l'UI. Enfin, je ne suis pas spécialiste là-dedans, j'ai juste suivi et on était bien entourés, donc ça a avancé. Puis après, il y a la personne qui développe, qui intègre le site web en propre. Donc 5 personnes au total. Ok, top. Merci beaucoup. Je t'en prie, Aurélie. On en est comment au niveau des questions, Gaël? Il restait Sarah qui voulait prendre la parole. Ok. Oui, je voulais savoir parce qu'il était question d'un livre, on avait parlé de ça, et je voulais savoir où tu en étais, ou enfin, peut-être, je sais pas, je présuppose que, en tout cas, moi, ça a été le cas, le fait de repenser la vision, la boîte, le branding et tout, ça remet tout à plat. Est-ce que c'est en lien avec le livre? Est-ce que suite à ça, tu vas reprendre? Et est-ce que ça a changé des choses entre le livre que tu te voyais écrire peut-être il y a quelque temps quand tu avais décidé et celui que tu es peut-être en train d'écrire ou que tu vas te mettre à écrire? Le livre, il est toujours en backstage. Ouais. Et le livre, c'est comme la plateforme de marque. Je sais que ça arrivera. Quand, je ne sais pas. Tu connais cette phrase, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux que des deadlines trop ambitieuses. Okay. Donc, ouais. Non, mais forcément, par contre, l'enseignement par rapport à ce que tu partages, c'est que je vous ai dit, c'était limite une thérapie pour la boîte. Hein. Le fait de prendre ce temps pendant autant de temps d'introspection sur la boîte, c'est très riche d'enseignement. Donc, forcément, ça aidera à la création du livre ou autre chose. Ok, merci. Voilà, à ce stade, il n'y a pas d'autres questions si jamais vous voulez en profiter pendant qu'on est encore là. Et dans tous les cas, on a un deuxième rendez-vous. Hein. Je vois que tu as mis, Gaël, le lien dans les commentaires, qui ne sera pas un rendez-vous de masterclass, mais là, ça sera plus un rendez-vous de mentorat sur laquelle on vous convie dans 2 semaines. Voilà, pour continuer l'échange. En tous les cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à partager ensemble, enfin écouter plus qu'à partager, parce que c'est surtout moi qui ai partagé. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette masterclass pour vous. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez aussi des questions,
Instagram, réseaux sociaux, Squared maintenant, c'est là où on sera. Et je vous souhaite à tous et à toutes un super bon appétit et une excellente après-midi.